taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Mamoudou Niane. Il est enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais surtout spécialisé en droit du numérique. Monsieur Niane, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Monsieur Gueye, c'est moi qui vous remercie et c'est un plaisir de participer à votre émission. Alors, nous allons parler dans cette émission de l'actualité, mais tourner autour de la création du Comité national de régulation des médias qui prend la place du CNRA, le Comité national de régulation de l'audiovisuel. Ici, M. Niane, l'audiovisuel cède la place à médias. Aujourd'hui, du point de vue sémantique, quel entendement doit-on en avoir? Merci pour votre question qui est très importante. Dans la classification des outils de communication ou de circulation de l'information, l'audiovisuel désigne traditionnellement la télévision et la radio. Alors que quand on parle des médias, on intègre cette fois-ci le journal papier, on intègre surtout maintenant les plateformes les nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias, et singulièrement les plateformes. Alors dites-nous, pourquoi le Sénégal a-t-il jugé nécessaire de remplacer le CNRA par le Conseil national de régulation des médias, par le CNRM? C'est un point qui est très important parce que c'est né d'un constat. Le CNRA avait un champ de compétences assez limité, donc le secteur audiovisuel. Et aujourd'hui, les modes de consommation, de production et de circulation de l'information dépassent de très loin le secteur audiovisuel. Et les pays sont exposés à de nouveaux risques. Donc en termes de manipulation, en termes d'influence, de désinformation, ces risques ne sont pas forcément pris en compte par le CNRA. L'autre analyse, c'était que le CNRA n'était pas doté de tous les outils nécessaires pour mener sa mission de régulation de manière adéquate. Donc l'idée n'était pas en tant que telle de remettre en cause le modèle CNRA, mais le modèle était un peu dépassé parce qu'on quitte un modèle qui est basé sur l'utilisation du spectre hertzien donc, et un système d'autorisation vers un modèle où la désintermédiation est très vite intervenue. Les producteurs d'informations, de contenu se sont très rapidement départis des canaux de production classique. La consommation de l'information s'est diversifiée avec les canaux de diffusion. La plupart des citoyens peut-être n'ont pas le temps de regarder très souvent la télé ou d'écouter trop souvent la radio. Donc ils préfèrent puiser l'information à travers des plateformes comme les réseaux sociaux, les plateformes de microblogging, etc. Et donc ce constat a amené l'État à vouloir passer de la régulation de l'audiovisuel maintenant vers une meilleure régulation de l'écosystème informationnel et de l'espace public. Concrètement, à quelle mesure cette nouvelle loi répond-elle aux mutations du paysage médiatique? Déjà, un élargissement du champ de compétences du nouveau régulateur. Donc, on passe de l'audiovisuel maintenant vers tous les médias. Et en plus des médias, maintenant, on prend de nouveaux acteurs, de nouvelles activités et de nouvelles technologies. Donc ça, c'est un élargissement assez conséquent. Donc les nouvelles technologies, c'est par exemple l'intelligence artificielle qui est prise en forme, les algorithmes qui permettent d'amplifier l'information, de diffuser, de rendre autonome un certain nombre de choses. Les acteurs, c'est de prendre en compte les plateformes, mais aussi de prendre en compte les créateurs de contenu et ce qu'on appelle les influenceurs, et surtout les plateformes internationales. Quelles sont les différences du point de vue attribution des prérogatives, des différences entre pouvoirs détenus par le CNRA et ceux du CRM?
Le CNRA avait une mission principale de surveillance, fondamentalement, donc qui permettait de faire le monitoring des émissions de radio et de télévision et d'attirer l'attention des médias sur les écarts que l'on constate entre le contenu des cahiers des charges et la pratique professionnelle. Deuxième chose, le CNRA avait la possibilité d'alerter, de mettre en demeure et de demander à l'autorité administrative de procéder au retrait des autorisations en cas de récidive ou en cas de manquement grave. Et encore une fois, cette intervention du CNRA était cantonnée au secteur audiovisuel. Maintenant, le nouveau régulateur a la possibilité vraiment de conduire les mêmes missions que les autres régulateurs dans les secteurs du numérique, des données à caractère personnel. Donc le CNRM élargit la régulation aux autres modes, notamment la presse en ligne et les autres. Exactement. Oui. Et donc avec maintenant un pouvoir, comme on l'appelle, ex ante, ex post, c'est-à-dire de fixer au préalable des règles à travers les cahiers des charges et autres documents contractuels et d'intervenir ex post, c'est-à-dire d'ajuster les règles de fonctionnement ou les règles de régulation une fois que des comportements contraires à l'ordre public médiatique ont été constatés. Cela se traduit au niveau des pouvoirs qu'on lui donne, des pouvoirs d'enquête qui sont assez approfondis et des pouvoirs de sanction aussi, qui dénotent un peu de ce changement de paradigme. Mais également la composition, la composition de l'organe qui a évolué en fait. Et concrètement, qu'est-ce que cette réforme va changer pour les radios, pour les télévisions et pour justement la presse en ligne, pour les numériques par exemple, la presse numérique? Pour les médias traditionnels, cela ne change pas beaucoup de choses. Donc on modernise juste les outils de régulation et de monitoring. Mais pour les médias numériques, c'est un bouleversement majeur car on les intègre. C'est une rupture systémique parce qu'on les intègre dans le modèle de régulation, ce qui n'était pas le cas. Oui, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai que le code de la presse de 2017 parlait des médias en ligne, mais ce qu'on constate, c'est la présence continue de nouveaux acteurs qui n'étaient pas pris en compte par le code de 2017, notamment les créateurs de contenu, les influenceurs et les plateformes d'agrégation d'informations. Est-ce que la nouvelle structure, je parlais du CNRM, permettra une nouvelle régulation plus équilibrée, plus efficace? Oui, parce que déjà les outils traditionnels demeurent. Donc tout ce qui est autorisation, convention, cahier des charges demeure. Donc cela ne change pas. Ce sont de puissants outils qui permettent de prévenir un certain nombre de dérives. Deuxième chose, et ce qui est fondamentalement plus important, le régulateur a la possibilité maintenant de s'adresser à des dérives ciblées. Par exemple, des discours haineux, la désinformation, la manipulation de l'information avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, le régulateur a la possibilité de cibler davantage d'écarts qui bénéficient de la viralité d'Internet en réalité. Parce que avant, avec les télés, une pratique illicite pouvait être traitée de manière assez ciblée. Aujourd'hui, vous avez par exemple une personne privée, une personne lambda ou un média en ligne qui diffuse un contenu illicite. En profitant de la viralité, vous avez un contenu qui est repris et diffusé auprès de centaines de milliers de personnes. Dans ce cas, il faudra agir assez rapidement et de manière intelligente. Et aujourd'hui, le CNRM a la possibilité, à travers des outils de supervision, de pouvoir prendre en charge ce genre de questions et surtout de collaborer aussi. Ça aussi, c'est une évolution qui est fondamentale, de collaborer avec les plateformes internationales, de collaborer aussi avec les autres régulateurs sectoriels, notamment la RTP, la Commission des données personnelles, si le contenu illicite englobe les compétences de ces différents régulateurs. Là, beaucoup d'observateurs, du moins, retiennent des limites par rapport à cette loi. Est-ce que vous en convenez? Oui, fondamentalement, toute œuvre humaine a des limites. Donc, la loi a parfois quelques zones grises qui peuvent mériter une réflexion beaucoup plus approfondie. Oui, allons-y précisément, notamment sur l'indépendance même du régulateur. Qu'en est-il?
D'accord. Sur cette question, il faut apporter une petite précision. Oui. C'est une indépendance, en fait, qui est d'abord interne. Cette indépendance structurelle est accompagnée par plusieurs garanties. Déjà, la nomination des membres, qui se fait sur la base d'un appel à candidature. Ensuite, il y a la prestation de serment qui est prévue. Ça aussi, c'est un verrou. Le secret professionnel des membres, qui permet d'avoir des délibérations qui sont en dehors de toute influence extérieure. Et il y a le côté externe de l'indépendance. Le côté externe de l'indépendance, c'est la décision qui est prise de manière assez collégiale. Oui. C'est la motivation des décisions, c'est la publication des décisions et c'est l'existence de recours juridictionnels. Mais justement, à ce niveau, on parle de pouvoir qui pourrait être excessif du régulateur, notamment, par exemple, faire retirer des contenus de ce point de vue, ce qui pourrait remettre en cause la liberté d'expression à ce niveau. C'est une crainte qui est légitime parce que tout pouvoir peut prêter à abus. Sauf que dans la mécanique de la régulation, il faut que le régulateur suive le schéma qui est en fait prévu pour tout pouvoir ou pour tout régulateur. Un, c'est la légalité de la décision. Le régulateur ne peut pas prendre une décision en dehors de la loi. Deux, c'est la proportionnalité de la décision. Vous ne pouvez pas sauter des étapes parce que la décision doit rendre compte de la gravité du comportement. Elle est pédagogique, la sanction. Exactement. Et troisièmement, c'est le recours juridictionnel. Le régulateur n'est pas l'ultime instance de décision. Le juge intervient pour corriger en fait les régulateurs ou ses dérives potentielles. Parce que quand même, de par le passé, on a assisté à des situations qui portaient à polémique, par exemple le fait de retirer des contenus ou bien même d'aller jusqu'à justement retirer une licence de télévision, par exemple. Sur cette question, il est vrai qu'il faut beaucoup de clairvoyance aux futurs régulateurs et aux membres de ce comité, parce que le retrait de contenu est organisé par la loi. Il faut que le contenu soit illicite et suffisamment grave pour qu'on puisse en demander le retrait. Parce que, et je reviens sur la question de l'indépendance, l'indépendance n'est pas simplement vis-à-vis du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir économique. Donc l'indépendance doit être garantie des deux côtés. Et là, la motivation de la décision de retrait va permettre de ou même voir, de la suspension. Ou de la suspension, va permettre d'apprécier l'indépendance réelle du régulateur. Parce que nous autres personnes lambda ou citoyens sénégalais allons lire la motivation une fois la décision publiée pour voir si effectivement les critères prévus par la loi ont été pris en compte par le régulateur. En parlant de ce flou du régulateur, on ne sait plus qui est média et qui est aussi créateur d'informations. Ça reste à être élucidé, non? Oui, cela mérite des clarifications. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que dans l'entendement traditionnel, on vise les médias professionnels. Lorsqu'on parle de médias, dans le sens strict du terme, on vise les médias traditionnels, télé, radio, journaux, etc. Mais pourquoi on s'intéresse, ou bien pourquoi la loi s'intéresse aux créateurs de contenu, aux influenceurs? Aujourd'hui, c'est des acteurs qui créent de l'information. Et c'est des acteurs qui viennent concurrencer les médias traditionnels. Et qui sont capables d'influencer ou de manipuler de l'information. Est-ce que la loi a tranché cette situation? Il y a d'abord la réponse pénale qui est là, avec la diffusion de fausses nouvelles, etc. Clairement défini, comme ça a été fait dans le code de la presse. Oui, le statut n'a pas été clairement défini, parce que ce sont des catégories sui generis qui aujourd'hui encore... Concernant les médias, c'est clair dans le les code médias, de la c'est presse, oui. Clair. Mais pour le créateur de contenu et l'influenceur... son statut doit être défini clairement et réglé pour nous en ignore, ou bien? Oui, mais l'option du législateur a été plutôt de transférer cette question au juge pour éviter justement de tomber dans les caricatures, parce qu'un benchmark a permis de montrer que dans certains pays, le statut d'influenceur était adossé à un certain nombre de followers. Et dans ce cas, on s'est rendu compte qu'une seule personne avec un ou deux followers pouvait aussi commettre un acte illicite aussi grave, aussi grave que celui qui en a 5 000, 10 000 ou 100 000. Donc l'essentiel, c'est de réguler
l'espace informationnel afin de rétablir la confiance du public dans l'information. Ça, c'est le plus important. Parce que les acteurs vont évoluer. Et cela peut aussi être des catégories qui sont appelées à disparaître avec l'évolution technologique. Donc, et surtout la grosse problématique de la désinformation. Oui, effectivement. Effectivement, parce que autant avec les médias traditionnels, l'État ou les régulateurs disposent de rouages pour contrôler la qualité de l'information. Et même au niveau des médias, du moins existe une notion que nous connaissons, le filtrage de l'information. Exactement, exactement, avec la responsabilité éditoriale des professionnels que vous êtes. Donc, parce qu'il y a une telle structuration dans les entreprises de presse que la responsabilité éditoriale est claire. Mais maintenant, vous mettez à côté l'influenceur ou les créateurs de contenu. Il n'a pas forcément cette formation éthique et déontologique, ou cette posture éthique qui lui permet de faire la différence entre l'information attendue du public, attendu par le public et qui est protégé par la Constitution. Les articles 7, 8 et suivants de la Constitution. Et maintenant, les trafics d'influence, la fabrique d'opinion, qui est le fait de personnes qui ont parfois des visées implicites qui sont inavouées. Et l'autre problématique, grosse problématique, dis-je, c'est concernant ce qu'on appelle les plateformes internationales. Là aussi, quelle forme de régulation? En l'état actuel, les plateformes internationales peuvent être régulées que via la coopération en réalité et une collaboration poussée parce que premièrement, ces plateformes ne sont pas hébergées au Sénégal ou n'ont pas de répondants forcément au Sénégal. Or, ces lois ne sont pas extraterritoriales. Vous ne pouvez pas les appliquer directement à ces plateformes sans leur accompagnement. Donc, oui, et déjà nécessite donc le rôle multi-acteur, notamment la recherche de consensus. Beaucoup déplorent un peu l'absence de concertation avec les professionnels des médias. Quelle réponse? Bon, je ne pourrais pas répondre à la place de l'État, mais durant le processus, au moins à 2 reprises, pour les réunions auxquelles j'ai eu à participer en tant qu'expert externe, les représentants de l'écosystème, quand même, ont pris part à ces travaux. Après, je ne suis pas garant de la profondeur de leur intégration. Donc, mais dans la régulation, dans l'esprit de la régulation, la concertation, est nécessaire. L'approche multi-acteur et la concertation est un élément de la régulation. C'est ce qui distingue la régulation de la réglementation. Parce que dans la réglementation, le rapport est vertical. Vous posez le texte, les destinataires respectent le texte. Alors que dans la régulation, vous créez un cadre de dialogue pour maintenir des équilibres. En fait, c'est ça la régulation en réalité. C'est le maintien d'équilibre entre la liberté de la presse, entre la liberté d'expression, entre le droit à l'information, entre maintenant l'aspect économique, l'aspect technique, donc de ces acteurs. Donc, ce sont ces équilibres qu'il faut maintenir. Alors, dites-nous, au-delà de l'aspect juridique, quels sont les véritables enjeux démocratiques, politiques et même les enjeux sociaux, Mamoudou Niane? Oui, il y en a. L'enjeu démocratique, c'est de renforcer la démocratie et la qualité du débat public en instaurant une confiance dans la circulation de l'information. Ce n'est pas en tant que telle une police de l'information, c'est simplement de restaurer la confiance du public. Parce que c'est le lien entre les acteurs et le public. Exactement. Les acteurs des médias, je veux dire. Exactement. Et les médias, comme vous le savez mieux que moi, assurent un service public. Et les médias sont un pouvoir. Donc, en tant que tel, les médias doivent participer de manière transparente au débat démocratique. Ça, c'est un enjeu qui est fondamental dans un état de droit, comme le Sénégal. Les enjeux sociaux, c'est important. Les médias aujourd'hui participent à la fabrication des croyances de l'opinion publique. Donc, dans ce cas, les médias aussi ont une obligation ou un devoir de vigilance accru qui doit être renforcé par la posture éthique des professionnels des médias. Parce que quand vous participez à la fabrication de l'opinion publique,
vous devez prémunir cette opinion de tout ce qui est désinformation, trafic d'influence, manipulation ou dérive. Oui. Et de ce point de vue, quand on parlait tout à l'heure du multi-acteur, de l'approche multisectorielle multi-acteur, il y a ici le CORED qui joue un rôle important dans l'éthique et la responsabilité et la morale, oui. Oui, donc ça c'est très vrai et d'ailleurs souvent les professionnels des médias ont plus, comme on le dit entre guillemets, plus peur du CORED que des juridictions ordinaires ou autres parce que c'est le tribunal des pairs. Mais le CORED aussi doit suivre cette transformation systémique pour s'ouvrir aux autres médias sociaux. Et là, le CRM, le Comité national de régulation des médias, peut contribuer au renforcement de la démocratie. Effectivement, et c'est ça le but du jeu. Et surtout renforcer la crédibilité de l'information. C'est surtout ça le but du jeu, parce qu'il ne faut pas voir tout changement comme étant une entreprise de censure, d'autocensure ou entreprise de répression. Oui. C'est plutôt de répondre à la disposition de la Constitution qui dit que les droits et les libertés qui sont reconnus s'exercent dans le cadre des lois. La pluralité, exactement, la diversité. Exactement. Oui, mais qui débouche sur la qualité et la qualité et la crédibilité de l'information. C'est surtout ça. Donc le régulateur sert juste de cadre de concertation et d'éléments de précision des rôles et des responsabilités. Lorsqu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs canaux de diffusion, lorsqu'il y a plusieurs risques, on peut être perdu très rapidement. Donc le rôle du régulateur, c'est de pouvoir poser un cadre qui permet de distinguer les acteurs, de préciser les responsabilités, de clarifier les rôles et, s'il le faut, maintenant, d'agir. Et c'est là, les sanctions doivent être vues comme un instrument pédagogique qui permet de rectifier le tir pendant qu'il y a encore temps. Et dans un contexte de forte polarisation de l'espace public, est-ce que le CRM peut-il devenir un garant de confiance entre les médias et les citoyens? Garant de confiance entre les médias et les citoyens. C'est tout ce que je souhaite au CRM parce que c'est son mandat en réalité. Donc, c'est l'enjeu de son mandat. C'est l'enjeu et c'est l'enjeu maintenant de la réforme en fait. Donc, si on a doté le CRM des outils, d'outils aussi intéressants comme la supervision technique, comme le contrôle, un pouvoir d'investigation qui est renforcé, c'est que le CNRM puisse s'imposer comme un arbitre du jeu. Du jeu médiatique, de l'espace communicationnel. Donc, le rôle de l'arbitre, c'est de faire respecter les règles du jeu, de veiller à ce que tout le monde puisse jouer en respectant les règles. Alors, les règles sont définies, contenues dans la loi, mais aujourd'hui, quelle compréhension le public doit-il en avoir? Le public doit se dire que c'est un nouvel acteur de confiance que l'on a mis à sa disposition, qui, je le rappelle, parce que les citoyens ou le public est la quatrième composante. Donc, si on compte les médias traditionnels, si on compte les plateformes, les influenceurs et les créateurs de contenu, le grand public est le quatrième acteur qui est concerné. Et ce public doit être perçu de deux manières. Le public est en partie pris en charge par le régulateur parce que le public aussi est un élément de diffusion de contenu. On l'oublie assez souvent, mais le public, en plus de consommer de l'information, parfois participe de manière intentionnelle ou non à la diffusion, à la circulation de l'information qui peut être illicite. Donc, l'organe est là pour protéger le public dans son rôle de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté démocratique, aux médias, etc. Mais le public a aussi la possibilité de porter des signalements ou des plaintes. Comment? Par simple saisine. Le régulateur a un pouvoir d'autosaisine, mais aujourd'hui, n'importe quel citoyen sénégalais qui constate une dérive peut porter à l'attention du régulateur cette dérive. Par quelle voie, par quel canal, par quel moyen? J'imagine que le régulateur va mettre en place une plateforme de signalement ou un dispositif qui va faciliter la tâche aux citoyens, parce que les requêtes écrites rencontrent souvent quelques contraintes
parce que tout le monde n'est pas lettré malheureusement. Se déplacer Adapté. pour aller... Oui, ce n'est pas souvent très adapté à notre civilisation qui est assez rapide. Donc, je pense qu'un dispositif sera mis en place pour que le public puisse faire des signalements et saisir le régulateur de plainte afin que les contenus puissent être retirés justement. Mais aujourd'hui, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que ce soit Mamoudou Niane, il est expert en droit du numérique, il est également enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Monsieur Niane, alors dites-nous quelles sont, en termes de perspective, les prochaines étapes pour le CRM à poser pour une meilleure compréhension du public par ses propres missions? J'en vois 3 à l'heure actuelle. Oui. Déjà, c'est de nommer les membres. Deuxièmement, c'est de... Les membres, vous l'avez dit, hein, Oui. sur appel à candidature. Exactement, Oui. qu'on les nomme pour mettre fin à la période transitoire, parce qu'une fois que la loi sera promulguée et publiée au journal officiel, officiellement, le mandat du CNRA prend fin. Donc, le CNRA gère une phase transitoire. Donc, qu'on les nomme. Deuxièmement, qu'on les installe. Et troisièmement, qu'ils puissent adopter leurs outils de travail, notamment le règlement intérieur, leur manuel de procédure, leur plan stratégique de développement. Le profil des mandats est déjà clairement défini. Oui. Ou c'est la même manière qu'avec le CNRA? Non, cette fois-ci, la loi met beaucoup plus d'expertise technique pour renforcer les capacités opérationnelles. Et justement, pour prolonger la réponse, il faudra qu'il y ait une cohérence institutionnelle, c'est-à-dire qu'on trouve les articulations entre les régulateurs et les autres acteurs, donc notamment la presse, les juridictions traditionnelles, les autres régulateurs, mais aussi que cet organisme soit doté de capacités opérationnelles pour faire son travail. Et technique. Oui, surtout. Des ressources humaines, techniques et financières. Est-ce que vous avez constaté le paysage médiatique? Est-ce qu'ils sont prêts, les médias sénégalais, à justement évoluer dans ce nouveau cadre? Les médias sénégalais ont une longue tradition d'adaptation au changement, donc de la naissance du pluralisme jusqu'au code de la presse de 2017. Les médias se sont adaptés progressivement à leur cadre juridique. Mais là, donc, c'est un nouveau cadre oui, réglementaire. je ne doute pas que les médias vont se retrouver et s'adapter aux nouvelles exigences, parce que je le rappelle, c'est juste de quelques nouvelles responsabilités qui s'adossent en fait à l'environnement numérique. On quitte le média en tant qu'entreprise fermée pour évoluer vers un écosystème où les rôles parfois sont intégrés. Donc, parce que vous avez pu le voir, aujourd'hui, créer une information est devenu très, très facile. Donc, là, nous sommes en studio en respectant un protocole bien défini qui garantit la qualité de l'information et sa traçabilité. Ailleurs, un créateur de contenu va prendre juste son téléphone et créer un contenu qu'il diffuse instantanément. Mais on se pose la problématique, nous l'avons dit, de la qualité et justement de la crédibilité de l'information. Exactement. Et là, c'est à la fois les régulateurs, mais aussi les professionnels des médias d'accompagner le changement, surtout par la concertation. J'insiste sur cet élément. Réguler, c'est maintenir des équilibres par le dialogue et la concertation. Ici, le problème des influenceurs, là, nous l'avons dit, nous l'avons constaté, réside justement dans la recherche d'une meilleure organisation, mais aussi d'un autre profil, n'est-ce pas? Oui, parce que les influenceurs, en réalité, c'est une catégorie qui est très hétérogène. Parce que certains sont des influenceurs économiques, sociaux, politiques, etc. Donc, et ne poursuivent pas les mêmes objectifs ni n'utilisent les mêmes moyens. Certains l'utilisent à titre professionnel, avec un gain derrière. D'autres l'utilisent à titre de loisir, cette qualité ou ce statut d'influenceur. Donc, derrière cette hétérogénéité, il faut trouver une grille de lecture qui puisse en rétablir la cohérence afin de leur appliquer la loi. Parce qu'on ne peut pas appliquer indistinctement un texte à des catégories qui ne relèvent pas des mêmes logiques. Et il appartiendra au régulateur, justement, d'identifier quel est l'influenceur qui participe dans la création et la circulation de l'information de manière décisive pour se voir appliquer cet ensemble de règles. C'est la recherche de modèles. Est-ce que cette nouvelle régulation doit servir de modèle pour le Sénégal, justement, face à un monde en pleine mutation?
Oui, parce que c'est un modèle qui existe ailleurs. Vous avez un modèle européen, on a coutume de prendre l'exemple de la France, mais aujourd'hui en Europe, vous avez ce qu'on appelle le Digital Service Act, donc qui si vous le croisez avec les régulateurs des médias traditionnels, permet de prendre en compte à la fois les médias traditionnels et l'espace numérique, donc l'espace informationnel numérique. Vous avez le même système au Canada, vous l'avez qu'est-ce qui ailleurs. différencie le modèle sénégalais des autres modèles? Ce qui les différencie, les autres modèles sont beaucoup plus matures. Ces modèles existent depuis longtemps et ces modèles aussi sont des modèles intégrés. On va parler par exemple de DSA, mais dans un espace intégré qui est l'Union européenne. Le modèle sénégalais est expérimental pour l'instant. La loi a pris un certain nombre de dispositions. Maintenant, seul l'avenir peut nous dire si le modèle est robuste ou pas. Et là aussi, c'est un intérêt de la régulation. Le régulateur a la possibilité de compléter les lacunes de la loi en s'ajustant. Donc, il serait intéressant de voir comment le régulateur va s'ajuster aux différentes mutations et aux défis qui vont se poser à lui. Cela nécessite beaucoup de moyens également. Ah oui, et beaucoup de mise à niveau, de formation. De compétences et de moyens. Effectivement. Oui. Et surtout de compréhension de l'environnement. Parce qu'on est sous l'influence de l'intelligence artificielle. Il faut que les régulateurs sachent que tous les intervenants ne sont pas forcément des humains. Aujourd'hui, des algorithmes de suggestion ou autres jouent le même rôle qu'un créateur de contenu. Parce que ces algorithmes sont capables d'influencer votre compréhension ou votre mode de consommation de l'information. Et de traitement de l'information. Et là, il faut que les régulateurs s'approprient la boîte noire des algorithmes afin de pouvoir accompagner ce processus. C'est pas facile. Pas du tout. C'est un vrai défi qui va s'imposer aux nouveaux régulateurs. Mais et qui nécessite encore une fois des moyens. Oui, mais nous osons espérer que l'État du Sénégal, à travers le ministère du Numérique, a anticipé ce besoin afin que le régulateur soit un régulateur fort, indépendant et transparent. Il a été question du régulateur, il est aussi question du régulateur, mais justement son efficacité dépend, selon vous, de quoi? On parle de 3 éléments, notamment de l'indépendance du régulateur, vous l'avez dit tout à l'heure, mais également de la participation des professionnels, mais et surtout de l'équilibre entre la régulation et de la liberté de la presse. Là également, oui, nécessité et quelle compréhension? Le régulateur ne peut pas remettre en cause la liberté de la presse. Cette liberté constitutionnelle est sacrée dans un état de droit. Donc le régulateur n'aura pas pour vocation ou pour mission de restreindre la liberté de la presse, simplement d'encadrer cette liberté, comme le suggère la Constitution d'ailleurs. Il s'agit plus d'encadrer que de restreindre. Donc, si je donne un cas concret, le régulateur n'a pas à imposer à un média social ou à un organe de presse sa ligne éditoriale. Donc, le régulateur peut apprécier la licéité de la ligne éditoriale, mais ne peut pas imposer la ligne éditoriale. De la même manière, si on prolonge la question, le régulateur ne peut pas revenir sur certains acquis comme la protection des sources des professionnels des médias ou autres. Donc, il faut faire la différence dans ce cas entre le secret professionnel qui peut couvrir certaines informations et la sacralité des sources du journaliste. Des éléments sur lesquels le régulateur... Cette sacralité, elle est à protéger. Oui, justement, le régulateur n'a pas vocation de revenir sur ses acquis, de les remettre en cause. Et comment éviter alors une instrumentalisation politique du régulateur? Comment? Justement, parce que le régulateur a plusieurs niveaux de contrôle. Il a un niveau de contrôle juridictionnel. Lorsque le régulateur prend une décision, cette décision peut être contestée devant les juridictions compétentes. Et la juridiction peut censurer le régulateur. Il y a aussi un niveau de contrôle institutionnel. Le régulateur, en vertu du principe de redevabilité, dépose un rapport annuel. Et ce rapport annuel est censé rendre compte de toute son activité. Il y a aussi cette possibilité pour les citoyens
de pouvoir apprécier le travail du régulateur à travers l'exploitation des décisions qui sont publiées, parce que le régulateur a l'obligation de publier toutes ces décisions. Et dans ce cas, les citoyens peuvent, à la lumière de la motivation et à la lumière des décisions qui sont rendues, exercer leur contrôle. Mais le plus important, en matière d'indépendance, en matière de transparence, c'est une posture éthique et déontologique individuelle. C'est-à-dire que chaque membre de l'instance de régulateur doit assumer pleinement son obligation d'indépendance et de transparence. Ça, c'est le plus important. Parce que l'indépendance a été posée dans les textes, mais si vous ne voulez pas être indépendant, vous ne le serez pas. Donc, c'est d'abord une question de responsabilité individuelle, d'où la pertinence de l'appel à candidature, pour éviter justement la concentration du pouvoir de nomination entre les mains d'une seule autorité politique ou publique. Avec l'appel à candidature, on espère avoir les profils adéquats, qu'ils sont choisis non pas en raison de leur appartenance à une obédience quelconque, mais en raison de leur qualité, scientifique, de leur qualité professionnelle, technique, de leur qualité morale ou autre. Donc, si vous voyez les 12 membres qui sont pressentis, en dehors des membres qui proviennent d'instances comme le Conseil national de la jeunesse, la démarche privilégie plutôt une expertise technique. On cherche des experts dans des domaines différents mais complémentaires. Pour quelle finalité? Pour la recherche de la confiance du public vis-à-vis du régulateur? Oui, et surtout pour la préservation... Comment rétablir cette confiance? À mon sens, cette confiance n'était pas rompue avec le CNRA. Le CNRA jouissait en fait de quelques tares congénitales liées à sa naissance, donc régulation du secteur audiovisuel. Là, il s'agit de donner aux citoyens les outils pour qu'ils puissent s'informer librement en faisant jouer la concurrence, mais pour qu'ils puissent s'informer juste et de manière responsable. Quel est le rôle, cette fois-ci, dévolu aux citoyens? Le citoyen a deux rôles. Il a un rôle de créancier de l'obligation d'information, parce que l'information est destinée aux citoyens, mais il a aussi un rôle de sentinelle. Parce que le citoyen a ce devoir de veiller à la bonne qualité de l'information, mais aussi à la bonne marche des institutions. Parce que c'est le citoyen qui va tirer souvent la sonnette d'alarme. Mais la dimension du respect de la liberté d'expression se pose avec acuité. Comment la garantir aujourd'hui? La liberté d'expression, théoriquement, est justement garantie. Pour lever les craintes. Justement. Pour lever les craintes, cette liberté d'expression doit être exercée dans le respect des lois. Pas d'injures publiques, pas de diffamation, pas de diffusion de fausses nouvelles, pas de manipulation de l'information, etc. Donc, cette liberté d'expression ne peut être remise en cause de manière fondamentale. Elle doit être encadrée. Maintenant, ce qu'on attend du régulateur, c'est d'avoir une approche pédagogique dans la sensibilisation, afin que demain, les non-professionnels, en amont, afin que demain, les non-professionnels, lorsqu'ils diffusent de l'information, sachent quels sont les risques qui pèsent sur eux, quels sont leurs droits et quelles sont leurs obligations. Je peux commenter n'importe quelle actualité en tant que citoyen, mais je dois le faire dans le respect des lois et des règlements qui nous régissent. Je peux parler du président de la République, je peux parler du Premier ministre, je peux parler de la situation économique, de la situation politique, mais je le fais en adéquation avec les lois qui nous gouvernent. Je ne dois pas insulter, je ne dois pas diffamer, je dois pouvoir donner un avis éclairé, je dois pouvoir partager mes craintes en toute liberté. Et justement, le régulateur doit renforcer cet élément-là chez les médias. Le régulateur doit être un protecteur des médias. Ici, en réalité, les vrais problèmes proviennent souvent des nouveaux médias. Comment, justement, à ce niveau, encadrer et réguler? Oui,
Donc, pour encadrer, on pose déjà un certain nombre de règles. Oui. Donc, qu'est-ce que vous devez respecter, qu'est-ce que vous ne devez pas respecter pour diffuser de l'information. Cas pédagogique pour les nouveaux médias, Justement. médias du numérique. Qu'est-ce qu'il faut respecter et qu'est-ce qu'il, justement, ne faut pas? Vous avez plusieurs cas de figure. Si vous utilisez un média qui est hébergé, si vous utilisez un canal de diffusion de l'information qui est hébergé par une plateforme, vous devez respecter les chartes de la plateforme. Donc, vous utilisez, que ce soit YouTube, Facebook ou TikTok, bon, je ne veux pas faire de la publicité gratuite, mais c'est autour de ces plateformes, vous devez respecter les conditions d'utilisation de ces plateformes. Et parmi ces conditions d'utilisation, on attire toujours votre attention sur le respect aussi des valeurs fondamentales de l'inclusion, de la dignité de la personne humaine, etc. Donc, vous avez l'obligation, vous, en tant qu'utilisateur de ces plateformes, de respecter leurs conditions d'utilisation. Si vous êtes dans la désintermédiation, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de ces plateformes, vous créez vous-même votre contenu que vous diffusez de manière instantanée, vous devez être formé à respecter en amont les droits et les libertés des autres citoyens avant de pouvoir diffuser votre contenu. Parce que lorsqu'on diffuse un contenu, on se pose une question simple. Quels sont les risques que j'encours en diffusant ce contenu? S'il n'y a aucun risque ou si le risque est très faible, je peux diffuser. Mais si le risque est très élevé, ma logique, mon bon sens devrait me dire attention. Si je diffuse cet élément qui est diffamatoire ou cet élément qui porte atteinte à l'ordre public parce que c'est de l'injure ou c'est un discours haineux, je risque gros. Je dois le savoir en amont. Entre la censure et l'obligation d'informer, quelle attitude? L'attitude peut être simple. On attend justement, si c'est un professionnel des médias qui est pris entre ces deux tensions, le professionnel des médias a une conduite, a une ligne éditoriale et une formation qui lui garantit de faire le tri entre la bonne information et l'information inopportune à publier. Parce qu'une information peut être vraie, mais inopportune à publier dans une circonstance donnée. Mais se pose aujourd'hui la question d'intérêt et d'obligation. Oui, mais justement, ces conflits d'intérêts doivent être gérés au niveau des rédactions pour les médias traditionnels. Pour les médias maintenant, les nouveaux médias comme on les appelle, avec la viralité que l'on connaît, parfois la démarche pédagogique de l'autorité de régulation, c'est de pouvoir graduellement utiliser son pouvoir de sanction en avertissant, en mettant en demeure, en prononçant une décision administrative, une sanction pécuniaire, etc. Ça dépend de la gravité aussi. Exactement, parce que l'autorité doit faire preuve de pédagogie, mais surtout beaucoup dialoguer dans un premier temps. Parce que souvent, les citoyens qui publient ne sont pas formés à dissocier l'information dangereuse de la bonne information. Parfois, ils sont animés de bonne foi, parfois, ils sont mus par leur orientation partisane jusqu'à commettre l'irréparable. Or, si on adopte une démarche pédagogique, si on utilise une approche intégrée qui privilégie la concertation, le dialogue et la formation continue, on peut amener ces acteurs à respecter les règles qui sont posées par le régulateur. Et cela, certainement, nécessite beaucoup d'éducation, de sensibilisation. Oui, parce que la régulation n'est pas que juridique. On a souvent coutume de penser que le droit offre toutes les réponses possibles aux problèmes. Non, la régulation, justement, c'est l'intégration d'outils juridiques, d'outils techniques, d'outils pédagogiques et de démarches aussi, de démarches inclusives et intégrées pour maintenir les grands équilibres. Donc, tantôt, le régulateur va sanctionner, tantôt, le régulateur va former ou sensibiliser, tantôt, le régulateur va rencontrer les acteurs et créer un espace de dialogue, tantôt, le régulateur pourra utiliser un outil technique de contrôle, comme ce fut le cas avec les retardateurs à l'époque... avec les médias classiques, où on pouvait justement utiliser des dispositifs techniques qui permettaient plus ou moins de contrôler les dérives. Au final, que gagne le Sénégal, que perd le Sénégal dans cette nouvelle réforme? Le Sénégal gagne
de manière globale, tel que pensé, tel que conçu et tel que posé, le Sénégal gagne l'existence d'un modèle intégré et d'un modèle moderne, en fait, de régulation de l'espace médiatique et de l'espace informationnel. Ce que l'on peut perdre, ou ce que l'on pourrait perdre avec ce modèle, c'est la confiance spontanée qu'on avait en raison justement du confort, de la zone de confort qui existait. Le CNRA existait de 2006 à 2026, ça fait 20 ans que cet organe existait. On s'était habitué un peu à ses méthodes d'intervention, on s'était habitué à sa démarche. Aujourd'hui, ce que l'on perd, c'est un peu la prévisibilité de la réaction du régulateur. On savait tous comment réagissait le CNRA par rapport aux différents événements qui se posaient. Et le CNRA gagnait en prévisibilité parce que je ne régulais que les acteurs de l'audiovisuel. Ce qu'on gagne, c'est un modèle qui est très challengeant. Parce que c'est un modèle qui, au fur et à mesure qu'il se développe, intègre les acteurs, les technologies et essaie des solutions qui vont finir par convaincre le citoyen de la nécessité d'apporter ces outils. Et se pose justement la question de la maturité de notre modèle démocratique par rapport à un enjeu aussi crucial. Si on s'en limite aux faits, simplement aux faits, le modèle démocratique est assez mature parce que tout le monde est libre de donner. Mais à l'échelle, oui, justement, du numérique. Oui, parce que tout le monde utilise le numérique, tout le monde participe, on diffuse tout et rien, etc. Donc oui, donc il était justement nécessaire d'accompagner cette maturité par la responsabilisation. C'est très important avec le numérique. Quand la technologie avance plus vite que la règle de droit ou que la régulation, l'outil le plus important dont on dispose, c'est la responsabilisation des acteurs. Et finalement, Mamoudou Niang, finalement, la régulation, elle est inhérente à l'homme, à son environnement, mais surtout est source de stabilité. Oui, la régulation est inhérente même à l'homme. Notre corps régule notre température, donc nous régulons notre milieu, etc. La régulation est inhérente à tout organisme vivant. L'écosystème médiatique, l'écosystème informationnel doit être compris comme étant un organisme avec beaucoup d'input et un travail qui se fait à l'intérieur. Il doit exister des mécanismes de régulation qui puissent permettre à la démocratie de respirer, que les gens s'informent et donnent leur avis, que l'on ait nos opinions, que l'on publie librement. La démocratie doit respirer, mais la respiration de la démocratie doit s'accompagner du respect des droits fondamentaux et des libertés. Notamment de la responsabilité. Exactement. Mais en définitive, justement, la régulation économique également reste un enjeu principal. Oui, la régulation économique est fondamentale, mais il n'est pas du ressort du régulateur de trouver toutes les solutions. Parce que la régulation économique, c'est d'abord une question de business model. C'est du ressort des entreprises ou des acteurs qui viennent avec leur business model. Mais à travers l'information. Exactement. Donc l'État doit s'assurer de créer un environnement propice au développement économique de tous les acteurs. Concurrentiel également. Oui, justement, parce qu'on doit veiller à une concurrence qui est transparente. Et saine. Et ça, oui, et saine. Et pour ça, les autorités administratives sont là, les régulateurs participent, mais aussi les acteurs participent. Et dans le cadre de la publicité, par exemple, quelle régulation des médias? Oui, dans le cadre de la publicité, nous avons plusieurs modèles donc, qui permettent... Un exemple et là j'engage juste mon opinion. Un exemple serait peut-être d'affecter la majeure partie du marché publicitaire aux médias commerciaux, aux médias privés. Étant donné que les médias publics reçoivent une subvention de l'État, qu'on leur garantisse en fait une partie assez importante des recettes publicitaires afin d'accompagner leur viabilité. En même temps, ces médias doivent aussi diversifier leurs produits et s'adapter au mode de consommation de l'information par le grand public. Donc c'est par cette diversification, c'est-à-dire se réinventer,
avec la rupture qu'on a aujourd'hui, se réinventer pour faire face à des concurrents nouveaux, notamment l'intelligence artificielle. Justement, pour en définitive, respecter les 3 éléments pour une meilleure efficacité du régulateur, notamment son indépendance, son impartialité, mais aussi l'équilibre entre la liberté d'expression et la régulation. Oui, cet équilibre, le régulateur l'atteindra en mettant en œuvre les outils qui sont à sa disposition. C'est-à-dire que le régulateur doit être d'abord un cadre de dialogue et de développement de l'information. Le régulateur aussi doit être un arbitre en essayant de corriger les dérives, quelles qu'elles soient. Troisième et dernier élément, le régulateur aussi a une mission sociale à jouer dans la sensibilisation et la formation. Et nous pensons que ces 3 missions se trouvent dans le texte qui crée le Conseil national de régulation des médias. Ce sont les 3 missions dévolues au régulateur. Si je les résume. Oui, si vous devez les résumer, oui. Les 3 missions dévolues au régulateur. Une mission d'arbitrage, une mission de mise en conformité et une mission d'éducation, de veille, de pédagogie. Alors, sommes-nous en train d'observer un tournant décisif dans le paysage médiatique sénégalais, pour conclure? Oui, c'est un tournant décisif qui est le résultat en fait de plusieurs facteurs que l'on peut constater. D'abord, vous en tant que professionnel des médias, vous vivez une mutation de votre secteur, et une mutation très rapide de votre secteur, et vous attendez des réponses. Donc, et ces réponses, justement, doivent venir de la combinaison de l'autorité de régulation qui est créée, de l'action des médias et aussi des pouvoirs publics. Parce que l'autorité de régulation doit pouvoir revendiquer son indépendance par rapport aux acteurs des médias et par rapport au pouvoir public pour véritablement jouer son rôle d'acteur. Votre dernier message? Le message de la fin, c'est qu'il faut donner la chance à ces régulateurs d'être installés, de commencer pour pouvoir voir si les peurs sont fondées ou si ce n'était en réalité que des appréhensions dues à la nouveauté. Le régulateur doit dissiper ces craintes. Comment dissiper les craintes? Comment dissiper les craintes, mais aussi les peurs? Comment dissiper les peurs? Comment dissiper les craintes pour une meilleure compréhension et une efficacité des missions du régulateur? Transparence, compétence et dialogue. Parce que le régulateur qui est compétent dissipe les craintes et les appréhensions du point de vue de la qualité de son intervention. Le régulateur qui est transparent dissipe toutes sortes de méfiance du point de vue des jeux d'influence et de pouvoir, des conflits d'intérêts. En dernier ressort maintenant, le régulateur qui fédère, donc qui arrive à être transparent et compétent, facilement va fédérer tous les acteurs autour de lui et jouer le rôle qu'on attend de lui, qui est le rôle de facilitateur, en fait, de l'évolution de l'écosystème de l'information. Vous avez dit confiance, transparence, compétence. Oui. Les 3 maîtres mots pour une meilleure efficacité du rôle du régulateur. Ça a été un plaisir. Merci encore une fois, Mamoudou Niane, qui est expert en droit du numérique, mais également enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ça a été un plaisir et merci pour ces éclairages dans le cadre de la mise en place du Comité national de réforme des médias qui désormais prend la place du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA. Merci encore. C'est moi qui vous remercie aussi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, un autre dimanche pour d'autres problématiques qui intéressent le Sénégal, l'Afrique et le monde. Et oui, hommage aux femmes. En ce 8 mars, cette journée internationale des femmes, nous disons merci à toutes les femmes pour leur courage, leur engagement et leur contribution, mais également leur résilience à un monde plus juste, plus équilibré. Et oui, un monde meilleur. Merci et excellente suite sur la 98.5.
Un grand bravo à l'équipe technique. Place à présent à El Hadji Malick Ndiaye et son invité. C'est dans le cadre de Dianobi. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé